Alors, donc nous allons lire et dire des extraits de Comment construire une cathédrale de Mark Greene. Je suis né en Espagne. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. L'espagnol était ma première langue. Non par la volonté de mes parents, mais parce que la personne qui aidait ma mère à la maison était espagnole. J'ai passé mon bac à Madrid et à 18 ans, je suis venu vivre en France. En somme, j'ai parti lié avec l'Espagne, c'est le moins qu'on puisse dire, et pourtant je n'ai jamais rien écrit sur elle. Pas la moindre référence, la plus petite allusion. Pour tout dire, le mot lui-même m'est difficile à écrire. J'ai un peu de peine à aligner les lettres Espagne. J'éprouve une sorte d'embarras, de gêne. Et il y a quelques mois, un événement s'est produit. Sybille Grimbert et Florent Georgesco, un couple d'éditeurs, m'ont fait une proposition. Ils ont vu à la télévision un reportage consacré à un curieux personnage, Justo Gallego. Justo Gallego est un homme de 95 ans qui, depuis plus de 50 ans, construit une cathédrale dans la grande banlieue de Madrid. Il l'a construit de ses mains et seul. Il n'avait au départ aucune notion d'architecture, n'avait même pas travaillé comme maçon. Fils d'un petit agriculteur, il avait été novice dans un monastère, près de Soria, dont il fut expulsé par crainte d'une contamination après avoir contracté la tuberculose. Sybille et Florent pensaient que je serais capable d'écrire un texte sur lui. La première question que je me suis posée, c'est « Est-ce un sujet pour moi ? Aurais-je assez d'idées, de matériaux narratifs pour aller au bout d'un tel projet ?» Certes, il s'agit d'un ouvrage relativement modeste, d'un mince volume, mais tout de même, les petits livres ne sont pas forcément les plus faciles à réaliser. Soit dit en passant, c'est une question qu'il est permis de se poser lorsqu'on entreprit de rédiger un livre, peu importe lequel. Suis-je capable d'aller au bout ? Difficile de savoir à l'avance. Certains auteurs n'ont pas ces difficultés. Comment font-ils ? Je crois que c'est assez simple. Ils ont eu la bonne idée, avant de commencer à rédiger, d'établir un plan. Voilà la solution, sans doute. Les écrivains raisonnables, et dans leur vie, les gens raisonnables, font des plans. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de plan. Ceux qui se lancent, les imprudents, à partir d'une phrase. Une phrase qui, peut-être, donnera naissance à une deuxième phrase, laquelle en enfantera une troisième. Justo n'avait pas de plan. Il a construit sa cathédrale sans plan. Il avait certes une idée en tête, mais pas de plan papier. Il a commencé par creuser, à l'aide d'une pelle et d'une pioche. Justo arbore une blouse de travail bleue, propre, et qui laisse apparaître une assez élégante chemise blanche. Il n'a pas de mouchoir sur la tête, mais un petit bonnet rouge assez saillant, confectionné par une femme du village, spécialement pour lui. Et depuis quelques années, il noue une ceinture rouge autour de sa taille, fabriquée à partir d'une écharpe frappée du logo Coca-Cola. Nous verrons pourquoi Coca-Cola plus tard. Le bleu et le rouge, par conséquent, sont ses couleurs emblématiques, qui le rendent facilement reconnaissable. Il ne change jamais de tenue. Un conseiller en marketing applaudirait des deux mains. Il y a de l'ouvrier dans son allure, mais aussi de l'ecclésiastique et du militaire, un peu du moine soldat. C'est un homme debout, orgueilleux, conscient de l'image qu'il offre et qui voudrait servir d'exemple. Il y a longtemps, j'ai croisé Samuel Beckett à un arrêt de bus. Il était vêtu d'une vareuse bleue de la même teinte qu'un bleu de travail. Il était long, sec, presque maigre, d'une vivacité extrême. Nous nous sommes regardés pendant un bon moment, moi le reconnaissant, et lui, si l'on peut dire, acceptant d'être reconnu. Il y avait, dans cette brève rencontre, une solennité sans après. Chaque seconde était importante. Le regard, la mobilité intellectuelle de Justo ont quelque chose de cela.
une attention extrême portée à l'instant présent. Donc, il a pris sa pioche et il a commencé par creuser un trou. Rousseau construit. Il construit pour rien, sans espoir de profit. Et pour personne, sinon pour Dieu et de très hypothétiques fidèles. Il construit une cathédrale dans un village. Il n'aime guère le monde, mais le monde ne l'atteint pas. Le monde n'a pas le bras si long. La cathédrale le protège, comme une gigantesque carapace. Ce qu'il n'aime pas glisse sur elle. Il vit au propre comme au figuré à l'intérieur de son œuvre. Il ne supporte pas la télévision, qu'il juge absolument frivole, habitée par le diable. Il lui suffit de ne pas en avoir. Les reportages qu'on a réalisés sur son personnage, dit-il, ne l'intéressent pas. Pour la plupart, il ne les a même pas regardés. Il se plaint de la pingrerie des journalistes. La seule chose qu'il réclame, qu'il espère soutirer au monde, c'est de l'argent. De l'argent, toujours de l'argent, afin de poursuivre la construction, pour que ça ne s'arrête pas. De l'argent, un point c'est tout. Le reste, je m'en occupe. En 2005, un événement insolite s'est produit. J'ai participé à une publicité télévisée pour une marque de boisson énergisante appartenant à Coca-Cola. La boisson s'appelait, et s'appelle encore, Aquarius. Le spot prétendait célébrer la démarche d'un homme seul, dont l'effort modeste avait fini par porter ses fruits. Toutes sortes de sportifs, marcheurs, joggeurs, cyclistes, patineurs à roulettes, convergeaient vers la cathédrale, d'où je leur jetais un regard vaguement complice depuis la meurtrière d'une tour. Ils ont gagné beaucoup d'argent, et moi, ils ne m'ont donné que 6 millions de pesetas. Le slogan de la pub était « L'être humain est imprévisible ». je doute qu'il s'applique à notre personnage. Car Rousseau n'est guère représentatif de ce que l'on appelle l'être humain. Il est Rousseau, un point c'est tout. S'il appartient à l'humanité, c'est plutôt contre sa volonté, à son corps défendant. Quant à l'imprévisibilité, parlons-en, d'un certain point de vue, au contraire, il est extrêmement prévisible. En 1961, il a décidé de construire une cathédrale. Et depuis, il n'a rien fait d'autre. Il n'a fait que cela. Il est au travail tous les jours, fignolant, ciselant, grattant, quelque part à l'intérieur de son immense chantier, dans le ventre ou les poumons de son œuvre. Il est l'inverse d'un agité contemporain, de ces individus qui se déplacent sans cesse et en fin de compte ne font rien. Il faut prendre garde à la manière dont on l'aborde, car il peut se montrer revêche. Quand mon ami Consuelo, qui m'accompagnait lors d'une de mes visites, s'est adressé à lui en lançant, avec un grand sourire, « La vie est une chose passionnante », quand le diable ne s'en mêle pas. Quand j'ai glissé que je comptais écrire un livre à son sujet, il m'a regardé droit dans les yeux. Mais dis-moi, qui t'a donné la permission ? Justement, je venais vous la demander. Bon, d'accord. Mais après ma mort, Et il a souri. La mort, semble-t-il, ne l'inquiète pas. C'est comme le diable, un paramètre dont il tient compte, mais rien de plus. je ne suis pas intéressant. Il ne faut pas s'occuper de moi. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Je suis exclusivement motivé par la foi. Ce n'est pas l'homme qu'il entend parer, auquel il réserve ses plus beaux atours, c'est Dieu. Sa cathédrale est un manteau qu'il tisse, un habit de lumière qu'il façonne depuis 55 ans pour le Seigneur. L'être humain, Rousseau aurait plutôt tendance à le déshabiller. Il le trouve bien trop vêtu, bien trop paré, bien trop chatoyant.
Il projette de le dépouiller. Il faut revenir à plus d'austérité. La pauvreté est un trésor que nous avons perdu. En somme, il faudrait se réjouir presque qu'il y ait encore des pauvres et les encourager à le rester. Le monde est trop frivole. Comme disait Sainte Thérèse, le salut est dans la fuite. Le monde n'est plus capable d'un confort. Il faut pour l'humanité davantage de froid l'hiver, de chaleur l'été. Il faut que les corps subissent et souffrent. Quand on pense aux tonnes de matériaux qu'il a transportés sur ses épaules, ou sur de simples brouettes, aux milliers de briques, aux sacs de ciment qu'il a soulevés et élevés jusqu'à des hauteurs vertigineuses, en usant de poulies bricolées avec des roues de bicyclette récupérées dans des décharges. Jusqu'à présent, c'est lui qui gagne la partie. Il a 95 ans et toute sa tête. La cathédrale se dresse fièrement sur son promontoire. Le grand Norman Foster lui-même, star de l'architecture mondiale, grand bâtisseur de tours et de salles de concert, à la tête de l'énorme cabinet d'Ester Road à Londres, est venu visiter. Il est entré, il a levé les yeux, il est resté près de 2 heures. Il a dit « C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. » Rousseau n'a jamais demandé de permis de construire. Il n'était pas architecte, pas promoteur, même pas maçon. Il n'était rien. Il était un type qui creuse un trou. Que cherche-t-il se demandaient parfois ceux qui l'apercevaient. Du pétrole, des pièces d'or, le trésor des chevaliers de l'ordre de Calatrava. Peut-être creusait-il sa propre tombe. Il ne croyait pas si bien dire. Les cathédrales sont aussi des cimetières. Rois et martyrs reposent sous leurs voûtes. Ou bien, il voulait rejoindre le centre de la Terre, qui est un soleil enfoui. On le croyait fou. On se moquait. Les enfants riaient, l'observaient. Ils lançaient des pierres dans le trou comme s'ils voulaient le reboucher. Ils les lançaient de toute leur force, en prenant de l'élan. Des pierres qui montaient dans le ciel et retombaient presque à la verticale. Un jour, l'une d'elles a frappé Rousseau sur le coin de la tête, a failli l'assommer. Ça saignait un peu. Il a pris dans sa veste un vieux mouchoir, l'a serré autour de son front, puis il a continué à travailler. Souvent aussi, on l'oubliait. Il était chez lui, après tout. Le terrain appartenait à sa famille, il ne dérangeait personne. Les semaines, les mois passaient. On ne le voyait plus. Il avait disparu. Sous terre. L'hiver, il ne sortait qu'à la nuit tombée. Et le trou avait grandi, lentement. Au début, on ne s'en était pas rendu compte. Personne ne s'était inquiété. Un homme seul, comme lui, un pauvre bougre, un fils de paysan, ne peut rien. Il est impuissant par nature. S'il lui plaisait de soulever de la terre, il ne faisait pas de bruit. Ça devait être une bêtise, une lubie, ça s'arrêterait bien vite. On parie souvent sur l'épuisement des individus, mais il faut savoir qu'il en existe quelques-uns, très rares, qui ne se fatiguent jamais. Quelqu'un était allé regarder dans le trou. Un soir, on y voyait goutte, il avait failli tomber dedans. C'est grand, avait-il rapporté. Et profond aussi. Ce Rousseau était vraiment fou. Il reproduisait le trou qu'il avait dans la tête. N'empêche, un trou sans raison, un trou pour rien, c'est toujours un peu inquiétant. Il ne faut pas chatouiller le diable. On ne joue pas impunément avec le vide. Le vide, ça doit être surveillé.
mesurer. Il faut l'habiller, le contenir. On l'avait aperçu poussant une brouette à l'aube, avant le lever du jour. D'où venait-il? Pas du village en tout cas. Il y avait dans la brouette des sacs empilés. Des sacs de plâtre peut-être, ou de ciment. Il y a la briqueterie, avait suggéré quelqu'un. Oui, c'est vrai, mais c'est loin, ça fait une trotte à pied. Alors il est parti au milieu de la nuit. Ou bien il a couché là-bas, sous un auvent. Bah non, c'est impossible, il fait trop froid. Alors il est parti à 3 heures du matin. Il faut plus d'1 heure de marche pour arriver là-bas. 1 heure de marche, oui, au moins. C'est comme ça qu'il a commencé. Sans plan. Et sans permis de construire. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait s'y mettre, un point c'est tout. J'avais une cathédrale à construire. Voilà tout. Il fallait s'atteler à la tâche et persévérer. Marcher chaque jour. Marcher sans se retourner. La cathédrale de Justo compte 8 tours latérales, 4 de chaque côté. Eh bien, chacune de ces 8 tours porte un nid. Et les cigognes sont là. 1 ou 2 par nid. 10, 15 cigognes. Je n'en crois pas mes yeux. Merveille. Un aéroport de cigognes. C'est moi qui les ai fait venir. Là, c'est Laïdo. Yo. J'apprendrai en effet par la bouche du marchand de légumes qu'elles ont été encouragées à s'établir là par le maître des lieux, qui a disposé sur les tours quelques menues branches ramassées aux alentours, agrémentées d'un peu de foin, embryons de nid qu'elles ont rapidement complétés et adoptés. Voici une anecdote qu'il aime raconter. Nous sommes en 1961, au milieu de l'été. Il fait à Mejorada une chaleur intense, plus de 40 degrés. Mais un homme se promène à découvert, à peu près là où nous nous trouvons. Depuis le portail de sa maison, une femme le reconnaît. Mais c'est Justo Gallego, qui a passé plusieurs années dans un monastère du côté de Soria. Elle l'a aperçu 1 ou 2 fois, mais il se montre rarement. Intriguée, la femme sort de sa maison, s'avance un peu, le salue, lui demande ce qu'il fait. C'est pour la cathédrale? La cathédrale? Oui, la cathédrale. Je vais commencer les travaux après l'été, en octobre. Ah? Elle ne sait quoi répondre. Elle se dit qu'il vaudrait mieux peut-être ne pas poursuivre la conversation. On ne sait jamais, elle a entendu dire qu'il est un peu fou. Sa mère ne devrait pas le laisser sortir comme ça tout seul en plein soleil. Au revoir, lui lance-t-elle avant de se réfugier chez elle. Au revoir. Et il revient vers le champ qu'il continue d'arpenter. Il compte, il mesure, sans équerre, sans planter de jalons. Un observateur doté d'une bonne vue pourra apercevoir ses lèvres qui remuent et se parlent. Elle ne prend pas de notes. Il n'en prend jamais. Tout se passe dans sa tête. Il a toujours eu une excellente mémoire. Il regarde, observe, enregistre à tout moment de la journée. Tout s'inscrit dans sa tête. Il lit encore à 95 ans autant qu'il lisait autrefois. Alors le roi dira avec la même envie. à ceux qui sont à sa droite, venez et bénis de mon Père, hérité du royaume. Sa mémoire contient entre autres des pages entières de livres. Il connaît de nombreux passages par cœur. Des pages de livres qu'il a, des pages de la Bible qu'il a lit chaque jour depuis son plus jeune âge, J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. mais aussi des pages de livres qu'il lit dans des bibliothèques. Étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Alors les justes répondront disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à manger?
Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Alors le roi répondant dira, en vérité je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Il ne suffit pas de lire, il faut ensuite ruminer, ne jamais cesser de ruminer, du matin au soir, rumial. Les gens lisent par curiosité, Pello Novale. Non, ça n'est pas valable, ça ne marche pas. Il faut lire pour trouver la vérité. Il faut être en quête de vérité. Les gens oublient ce qu'ils lisent. Toute ma vie, j'ai cherché la vérité. Rien d'autre ne m'a jamais intéressé. Chercher la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et soudain, je me dis que j'ai peut-être trouvé. Un mot me vient à l'esprit, durée. Tout ce qu'on sait de la vérité, c'est qu'elle tient le coup. Elle résiste. Nul ne sait ce que contient la vérité, ce qu'il y a à l'intérieur. Nul ne détient la vérité. Mais le temps choisit. Le temps passe, fait sa ronde. Il trie, rejette, pulvérise. Toute entreprise, toute vie d'homme rejetée par le temps se dessèche et tombe dans l'oubli. Le mensonge est ce qui ne tient pas. Les masques s'envolent et se détachent comme des feuilles mortes. Le mensonge n'est pas pire que la vérité. Pour tout dire, il est souvent meilleur, plus respectueux, plus attentionné, plus souriant. Mais il ne tient pas face au temps. La vérité a moins de charme que le mensonge, mais on la retrouve, reconnaissable, presque intacte, après chaque visite d'inspection du temps. Rousseau s'avance, donne l'exemple. Il se tient droit, la tête haute, fidèle à lui-même. Il n'a pas renoncé. Il a accepté l'idée de l'œuvre, d'habiter l'œuvre. Une œuvre qui n'a pas de fin, à laquelle il revient sans cesse, chaque matin, dont l'unique fin possible, Proust nous l'a appris, sera la mort de l'artiste. Il a choisi d'écrire avec des briques. Une nuit m'est arrivée une mésaventure. C'était il y a plusieurs années, quelques jours après le tournage du fameux spot publicitaire pour une boisson énergisante. L'agence avait déployé des moyens considérables. On avait fait venir une large équipe technique, des centaines de figurants. On avait fait venir une grue, un hélicoptère. Pendant 2 jours, tout le quartier avait été en ébullition. Puis ce beau monde était reparti. Je m'étais remis au travail. 2 jours sans m'occuper de la cathédrale, sans la faire avancer d'un pouce. Cet après-midi-là, j'avais décidé de travailler sur une coupole latérale. J'étais monté lentement, sans me presser, avait escaladé une échelle, puis une autre, et je m'étais installé à califourchon sur une planche au sommet d'un petit échafaudage. J'étais là-haut cherchant la meilleure technique, la meilleure façon de poser les tuiles de métal découpées en forme de feuilles. Depuis toujours, c'était ainsi, comme je n'avais rien appris. Il fallait tout inventer. Mais je prenais mon temps et je finissais par trouver la solution. Doucement, la nuit était venue. J'étais persuadé d'avoir trouvé une façon de faire, un moyen astucieux de fixer les feuilles les unes aux autres. Content de ma trouvaille, j'avais commencé à la mettre en œuvre. J'arriverais bien à descendre, même dans la pénombre. C'est lorsque je me suis levé que la planche avait glissé.
Je devais l'emprunter pour avancer le long de la coupole et me mettre à l'abri sur la partie centrale de l'échafaudage. Maintenant, elle était posée de guingois, à plus d'1 mètre, hors d'atteinte. Je n'y voyais à peu près rien. Il aurait fallu, pour passer de l'autre côté, marcher sur une barre de fer, sans lumière et sans appui solide, comme un funambule. Pour une fois, Anrel, mon fidèle assistant, était rentré chez lui de bonne heure. Ainsi, j'étais seul dans la cathédrale. Je savais que j'allais devoir passer la nuit à la belle étoile perchée au sommet de mon œuvre. Je m'installai du mieux que je pus. La marge de manœuvre était étroite. Je pouvais m'allonger sur le dos en laissant pendre mes jambes dans le vide. Je savais qu'il valait mieux ne pas s'endormir, car un déplacement latéral pendant le sommeil ou au réveil pouvait être fatal. Pendant un moment, je pensais à ma situation, à l'absurdité de me trouver là, enfermé dans le ciel, prisonnier du vide, à l'insu des habitants de Merorad. Je les apercevais à quelques centaines de mètres à travers les fenêtres illuminées des appartements qui bordaient l'avenue. Eux, en revanche, ne pouvaient pas me voir. Il n'aurait servi à rien de s'agiter. Mais si j'avais eu l'espoir d'être repéré, leur aurais-je fait signe. Ils étaient proches et si lointains. Lentement, tandis que l'heure avançait, les lumières des fenêtres s'éteignaient, les halos des téléviseurs disparaissaient. On se levait tôt à Merorad. C'était devenu une cité dortoir. Personne ne travaillait sur place. Personne sauf moi. Les lumières des cuisines demeuraient plus longtemps allumées, s'enfonçaient plus avant dans la nuit que celles des salons. Je pensais à ma mère, morte il y a déjà longtemps. J'ai toujours été son préféré. C'est à elle que je songeais lorsque j'ai baptisé la cathédrale Notre-Dame du Pilar, qui est aussi la patronne de l'Espagne. Elle a été la seule au début à soutenir mon projet. Elle m'a encouragé, protégé, secouru, porté, comme la cathédrale me porte ce soir. Soudain, j'ai senti sa présence si fort. Je n'aurais pas été surpris de la voir debout avec son visage aimant, me regardant comme elle me regardait autrefois le matin lorsque je partais pour l'école. Elle est là. Oui, elle est là. Mais c'est la cathédrale. Elle me portait ce soir-là comme la Vierge du Pilar portait l'enfant, qui dans les sculptures et les gravures paraît si petit, juché au creux d'un bras, dans un rapport d'échelle disproportionné. Alors, il lui vint une idée qui, plus qu'une idée, était une envie. Une envie dont il perçut qu'elle avait quelque chose d'excessif, d'un peu sacrilège. Mais cela ne l'effraya pas. Il pensait qu'il n'était pas mauvais de taquiner Dieu, qu'il fallait lui donner l'occasion de temps en temps de vous réprimander. Il faisait nuit noire désormais. Il se leva. Ce n'était pas une mince affaire de se lever dans ces circonstances. Par bonheur, il avait gardé un excellent sens de l'équilibre, en dépit de ses 80 ans. L'espace pour poser ses pieds était étroit. Pas 1 centimètre carré n'était de trop. Il se leva, pourtant, en prenant son temps. Maintenant qu'il était debout, il sentait davantage le vent.
Il resta ainsi plusieurs minutes, droit comme un piquet. Puis, il leva les bras sur les côtés, les tendit à l'horizontale. Heureusement qu'on ne me voit pas. Cette fois, on me prendrait vraiment pour un fou. Pendant quelques secondes, il se demanda s'il allait pouvoir changer de position. S'il n'allait pas faire corps avec la cathédrale, se retrouver figé dans cette posture. Il deviendrait une croix vivante. Ou bien, il allait peut-être s'élever, battre des ailes comme une cigogne, planer sur la coupole. Il eut, en songeant encore à sa mère, un sentiment de fierté. Il n'avait pas failli. Il était resté près d'elle, malgré le chemin parcouru. La cathédrale était un monde dont il avait fait 100 fois le tour. Il avait marché des milliers de kilomètres, escaladé des murailles, défié l'abîme, porté des tonnes de ciment, de briques, de pierres. Et pas un jour il ne l'avait quitté. Cette nuit, ils étaient là, tous les deux, plus unis que jamais. Une douleur aux épaules commença à se faire sentir. Il descendit les bras, respira profondément, se rassit. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bientôt, il fera jour. L'aube le trouva presque endormi, les yeux ouverts, mais dans un état un peu second. Il entendit un bruit en bas. Il ne cria pas tout de suite. « Justo! ¿Estás ahí? À qui? » C'était Angel qui l'appelait depuis les escaliers. Et 1 heure plus tard, sans avoir dormi, Justo s'attelait de nouveau à l'ouvrage. Si Justo avait souhaité terminer la cathédrale, il l'aurait conçue plus petite, plus ramassée. Mais il a pris le parti de ne pas finir. Le parti de continuer. Toujours. Le parti de l'infini. Si c'était à refaire, je la construirais plus grande encore. Ainsi, elle serait encore plus longue à terminer, plus inaboutie. La cathédrale est une idée absurde, conçue par un paysan, un marginal, un fou de Dieu, un homme d'un autre temps. Le monde a pour vocation d'échouer. Le désenchantement, chacun de nous sait cela, est au coin de la rue. Il faut être fou pour survivre, mais il faut être un fou appliqué. L'important n'est pas tant la pertinence de l'idée ou son utilité sociale que le sérieux de l'exécution. Construire une cathédrale dans un village, seul, de ses propres mains, était une décision absurde. En complet décalage avec les aspirations de l'époque, celle-ci réclamait l'inverse du sens pratique, du bien-être, de l'hédonisme. Justo n'a rien voulu savoir. Il s'est jeté dans son œuvre, à corps perdu. Il s'est consacré, jour après jour. Pendant plus de 50 ans, il n'a fait que cela. Et voilà, soudain, que l'inutile devient utile. Voilà que la cathédrale, au moment où l'on s'y attend le moins, sort de terre, se découpe contre le bleu du ciel. Voilà qu'elle s'élève, monte, devient visible. Et chacun sait qu'il ne suffit pas d'exister pour être vu. L'important n'est pas l'idée. La plupart des gens font trop confiance aux idées. Ils cherchent la bonne idée, celle qui transformera leur vie, qui les rendra riches et heureux. Ils croient que la vie est un coffre-fort dont il suffit de trouver la combinaison
les bons chiffres placés dans le bon ordre. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de se lever le matin et de mettre un pied devant l'autre. L'important, c'est de continuer. De reprendre un vitrail là où on l'avait laissé, de poser une brique sur une autre. Peu importe s'il s'agit d'une belle brique parfaitement réalisée ou d'une brique tordue, manquée, estropiée. Au cours d'une conversation, Rousteau a relevé la tête et m'a fixé avec, dans le regard, cette espièglerie qui est sienne et qui affleure si souvent. Tout. Elle est une intellectuelle, hein. L'emploi du mot intellectuel dans sa bouche avait quelque chose de cocasse, d'inattendu. Et je ne saurais dire pourquoi, mais je promets d'y réfléchir, de libérateur. Oui. Vous aussi, non? Il n'a pas répondu, mais il a fait un mouvement de la tête pour dire, dans un sens, oui. Ainsi, nous avions cela en commun. Nous étions des intellectuels. Nous étions des bizarres, des tordus, des fondus. Nous ressemblions aux briques de sa cathédrale. Et puis il y a mon père. C'est peut-être là un autre lien qui nous unit. Quand j'ai vu des images de Rousteau, j'ai pensé, c'est le genre d'homme que mon père aurait aimé photographier lorsqu'il se disait photographe et qu'il cherchait des visages qui retenaient la lumière. Ces visages burinés, creusés de la vieille Espagne. En écrivant sur Rousteau, j'ai peut-être poursuivi le travail de mon père. Mon père qui, au début des années 60, a mis de côté son œuvre pour travailler et me nourrir. Et moi, qui n'aurais probablement pas d'enfant, je reprends le fil. Il faut un peu de fidélité à son histoire, n'est-ce pas? Il faut avoir une histoire. Quelque chose qui relie. Des fils suspendus qu'on accroche soi-même. Il faut cheminer dans sa propre histoire et accrocher des fils. Il existe encore une histoire à propos de Rousteau. Elle date d'il y a longtemps. Peut-être des années 70. En ce temps-là, la cathédrale était encore à peine sortie de terre. 10 ans qu'il travaillait dessus, seulement. Un jour, sans prévenir, Rousteau décida de suspendre la construction. Et depuis plusieurs mois, une idée me trottait dans la tête. Je voulais me rendre à Jérusalem, seul, à pied. Mais je comptais le faire à ma façon, sans plan, comme la cathédrale, et sans préparatif. Je voulais passer par l'Afrique, suivre les côtes jusqu'au bord du Nil, puis remonter par le Sinaï, comme l'avaient fait Moïse et son peuple. J'avais cette idée ancrée dans la tête qu'il me fallait un désert. Je voulais traverser un désert. Je voulais prendre des risques et, en premier lieu, le risque de me perdre. J'emportais un peu d'argent, juste assez pour couvrir mes frais les premières semaines. Je verrai bien ensuite, hein. Le soir du 6e jour, j'avais progressé de plus d'une centaine de kilomètres. J'avisais une petite colline au sommet de laquelle se dressait un vieux moulin à vent. J'installai mes quelques affaires au pied du moulin, disposé à y passer la nuit. Ce soir-là, j'eus des difficultés à trouver le sommeil. Une inquiétude s'était installée en moi, trop profondément pour que je fus capable sur le champ de la débusquer et de la faire déguerpir. Elle était là, cependant.
Je la devinais comme un petit animal tapi dans un fourré. Mais je finis par m'endormir. La nuit était bien avancée. Soudain, un énorme fracas me fit sursauter. Je me levai d'un bond. Que se passait-il? Je ne voyais rien. Je m'éloignai du moulin, craignant que celui-ci n'eût été frappé par la foudre, à 2 doigts de s'écrouler. Alors je vis ce qu'il y avait à voir. Le moulin s'était mis en marche. Les volants tournaient, les immenses volants de bois vieux de plusieurs siècles. Mais quelque chose n'allait pas. Je fis le tour du moulin, regardai autour de moi, tendis la main. C'était une évidence, mais je mis un moment à le comprendre. Il n'y avait pas de vent, rien, pas un souffle. Une grosse pierre haute comme un homme se dressait à une trentaine de mètres. Je grimpai dessus, mouillai mon index, levai le bras à la verticale. Pas la moindre brise. Rien. Alors j'eus presque peur. Je pensais au diable et à Dieu. Je me demandais si pendant mon sommeil, quelqu'un était entré dans le moulin et avait mis en branle un mécanisme. Je revins et frappai à la porte. J'allais même jusqu'à m'agenouiller et regarder à travers le trou de la serrure. Mais je ne vis rien. Pas de lumière, aucun signe qui aurait pu trahir une présence. Puis le mouvement cessa. Les ailes ralentirent, se figèrent. Que s'était-il passé? Je n'y comprenais rien. Avais-je rêvé? Ou avais-je été victime d'une hallucination? Bien sûr que non. Les ailes avaient bel et bien tourné. Mais je ne disposais d'aucune preuve. À qui pourrais-je en parler le lendemain en traversant le village? On me prendrait pour un fou. Une fois de plus. Tout de suite, je pensais à la cathédrale. Des idées que je n'avais jamais rencontrées me traversèrent l'esprit. Je songeais à l'immensité. La cathédrale est plus vaste que le désert. C'était comme une révélation. Il y a plus à marcher dans la cathédrale que dans le désert. Il y a plus à escalader, plus à descendre, plus à s'égarer, plus à se perdre, plus à tomber, plus à se relever. L'idée de l'œuvre soudain m'apparut comme s'il s'agissait d'un immense continent à découvrir. Le désert, en comparaison, me parut beaucoup plus petit et moins désirable. Toute la journée, je demeurai au pied du moulin, réfléchissant, méditant. Vers 5 heures de l'après-midi, je rassemblai mes affaires, les rangeai dans mon sac de toile et je descendis la colline par où j'étais venu. Je refis le chemin à l'envers, marchant jour et nuit, n'éprouvant aucune fatigue, d'un pas si régulier, si vif que 2 jours plus tard, j'étais de retour à Mejorada. Et dès le lendemain matin, avec une énergie renouvelée, j'ajoutai une rangée de briques au mur de ma façade. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Ces vers d'Antonio Machado semblent écrits pour Justo. Il ne s'agit pas de rallier un point A à un point B. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il n'y a pas de fin. Il s'agit seulement de se lever et d'attendre le moment propice.
le moment où la peur s'efface, où elle desserre son étreinte. Il s'agit de se lever et, en inclinant le buste en avant de sorte que la jambe s'avance pour nous éviter de tomber, de commencer à marcher. La fréquentation de Justo, je crois, m'a donné envie de continuer, de pousser un peu plus loin, d'écrire encore un livre, de poser une brique de plus, de rôder encore un peu sur les terres de l'improbable. C'est le propre des solitaires et des artistes de réunir les gens. Un homme s'isole, se met en retrait, suit un chemin singulier. Et ce faisant, il crée un appel d'air. Il creuse un trou dans la surface du quotidien. Et cela a pour effet de rassembler, de provoquer des retrouvailles, d'entrecroiser des histoires.